La séance de cet après-midi, et donc toute l'après-midi finalement, va concerner la drépanocytose, pardon, sachant que dans les pays à faibles ressources, 90 à 95 des enfants en meurent avant l'âge de 5 ans en raison de comorbidités aussi comme la pneumonie, la diarrhée, l'anémie. Donc, en plus de l'anémie. Donc, sur le terrain, on voit pas mal de projets dans lesquels le personnel sur le terrain a du mal à bien gérer les enfants atteints de cette maladie qui arrivent dans les cliniques, dans les hôpitaux. Et il s'agit surtout d'assister ces patients, mais on se demande ce qu'on peut faire de plus et quelles sont les interventions éventuellement assez simples que l'on pourrait mettre en place pour faire baisser la mortalité chez ces enfants atteints de drépanocytose et réduire leur souffrance aussi. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Désolée, mon anglais n'est pas brillant. Mais je voudrais d'abord, féliciter David Dissom, notre jeune ami, pour son témoignage très positif. Il a beaucoup de force. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de co-présider cette séance sur la drépanocytose avec Isabelle. Et je remercie Médecins sans frontières qui m'a fourni la possibilité d'être ici aujourd'hui. Je viens du Sénégal. Le Sénégal, c'est très loin de la Suède, en Afrique de l'Ouest. Et ils m'ont permis de vous faire part de certaines de nos expériences et d'en apprendre justement par nos échanges avec les autres ici, ce qui est très utile. Je trouve que le problème est un grand problème de santé publique. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi. Et nous avons chez nous à notre disposition, ici plutôt, 3 grands experts que nous allons vous présenter. Et le premier, c'est Marianne de Montalembert. Excusez ma prononciation, dit l'orateur. Elle est professeure de pédiatrie à Necker-Enfants Malades à Paris. Et elle suit tous les patients atteints d'anémie à cellules falciformes. Et elle possède beaucoup d'expérience sur cette pathologie. Marianne a la parole. Sorry, where is the... Okay. First, I would like to thank the organizers. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Et deuxièmement, je voulais dire, qu'il est très difficile de parler après David quand même. Enfin, la drépanocytose, voilà sa répartition dans le monde. Elle est apparue il y a plusieurs milliers d'années en Afrique. C'est lié à la présence de l'hémoglobine SS dans le plus grand nombre de cas. C'est une maladie qui affecte le patient toute sa vie. Alors au départ, vous avez un bébé qui possède ces cellules falciformes et le bébé pleure parce qu'il a mal. Et David le sait bien. Ces cellules ensuite entraînent un dysfonctionnement de la rate. Si ce n'est pas traité, on les voit ici, infection, anémie aiguë. Et vous avez une séquestration splénique qui peut tuer le patient en l'espace de quelques heures. Mais une fois que le patient est plus âgé, c'est-à-dire qu'il grandit avec ce dysfonctionnement endothélial, eh bien, on peut aussi être en présence de défaillance de différents organes. Et en cas de grossesse, vous avez
5 ou 6 fois plus de chances de mourir de cette maladie. Récemment, des données ont été publiées qui présentent l'espérance de vie des patients qui augmente de manière considérable. Et j'ai remarqué pour ma part des étapes importantes. Voici les dates où différentes interventions ont été introduites. La pénicilline, le dépistage chez les nouveau-nés de la maladie, le TCD. Et l'on va voir si ces interventions peuvent être étendues à tous les patients. Alors, voilà les différentes dates. Pour le Kenya, vous voyez que un certain nombre de patients affectés de drépanocytose ayant moins de 2 ans voient leur taux de mortalité augmenter fortement à mesure qu'ils grandissent. Et donc, les points principaux, c'est qu'il faut établir un diagnostic précoce chez ces patients. Il faudrait des infections, de la douleur, de l'anémie et de l'hydroxyuréa. Alors, le diagnostic n'est pas difficile à établir pour la drépanocytose. Ce graphique m'a été donné par un ami, le professeur Jacques Elion. Vous avez tous ces outils qui vous permettent d'établir le diagnostic. Et dans le cas de dépistage des nouveau-nés, chez les nouveau-nés, on utilise le IEF. Cette dame va trop vite en changeant de page, mais tous ces outils vous permettent de procéder à un dépistage des porteurs, l'accompagnement psychologique, un diagnostic prénatal et puis un diagnostic de préimplantation. Mais bien sûr, ce ne sont pas tous des outils disponibles en Afrique. Et le diagnostic de manière générale, comme je disais, est facile. Et au bout de 25 années d'expérience dans le traitement de patients atteints de drépanocytose en Afrique, eh bien, cette expérience me montre que même avec très peu de ressources, si on ne sait même pas toujours que les tests sont disponibles. Avec peu de ressources, même si l'on peut payer ces tests, souvent, les lieux de traitement n'ont pas connaissance de l'existence des tests au départ et ne sont pas toujours prêts à les utiliser. Même chez les couples qui possèdent un certain niveau d'éducation, on estime que la maladie se transmet uniquement par la mère et que si le bébé est atteint de drépanocytose, c'est parce que la mère est coupable. Et si vous introduisez ces tests dont je viens de parler, si vous introduisez ce test sans explication, la crainte, c'est que les femmes ne se retrouvent seules parce que les pères vont les déserter. Et c'est souvent le cas parce que l'homme se dit « cette maladie est transmise par ma femme ». Alors, que lorsque vous proposez ce test, il faut l'accompagner d'explications soignées parce que sinon, c'est la catastrophe pour la femme en question. Et quand je dis catastrophe, c'est vraiment le cas. Les femmes se retrouveront stigmatisées. Alors, faire l'objet du test, c'est déjà un bon point de départ, mais ça ne suffit pas. Il faut, comme je le disais, l'accompagner de toutes ces explications. Les tests que je viens de vous montrer sont assez onéreux, mais il en existe aussi de moins chers. Et voici le dernier en date, le Sickle Scan, qui est rapide, qui ne coûte pas cher et où l'on prélève de petits échantillons de sang. Il n'est pas parfait parce qu'il ne fait pas de distinction entre l'hémoglobine normale et certains troubles assez rares de l'hémoglobine, mais quand même, c'est un test qui peut être appliqué partout, qui ne coûte pas cher et qui est très utile. Mais, de nouveau, ne le proposez pas aux patientes sans explication parce que sinon, ça va entraîner pour les femmes concernées de gros problèmes. Et lorsque vous faites appel au dépistage néonatal, eh bien, vous évitez tous ces problèmes. Alors maintenant, si l'on regarde cette carte publiée par Fred Peel, vous avez les foyers de drépanocytose, Afrique du Centre, Nigeria, Inde, Afrique centrale, pardon. Et lorsque le dépistage existe, eh bien justement, ce n'est pas dans ces régions.
même si dans les 3 grandes régions que j'ai énumérées, des expérimentations sont en cours, mais pas les tests de dépistage. Lors du dépistage, nous avons une certaine expérience à Luanda, en Angola, où l'EIF a été administré avec de la pénicilline et une prophylaxie. Et en 2 ans, eh bien, ils ont pu prendre en charge 550 patients. Plus de la moitié des patients n'ont pas pu être contactés. Donc, finalement, parfois, vous en trouvez, mais vous perdez une partie de la famille. Et deuxièmement, certains patients sont morts avant d'être contactés. Et vous avez aussi une partie des patients qui ne veulent pas être traités, qui refusent le diagnostic. Et puis, vous avez aussi un petit groupe qui refuse la prise en charge médicale. Et donc, les soins médicaux ne suffisent pas. Il faut aussi fournir des explications. Alors, les données ont été publiées. Le coût, je crois, est discutable. Et là, dans le même document, vous avez le rapport coût-efficacité. Plus le diamètre est important, plus le cercle est gros, plus cette intervention est rentable du point de vue des coûts dans ces régions-là. Par ailleurs, je voulais dire que cette maladie est fréquente et c'est la première cause de décès chez les enfants en Afrique. Elle prend une forme fulminante et en général, elle est liée à une dysfonction de la rate, même s'il y a d'autres sources d'infection. Et souvent, la plupart du temps, c'est lié au pneumocoque et qui entraîne la septicémie, la méningite, etc. Et c'est une maladie dangereuse. Et lorsque les premiers symptômes, fièvre, pâleur apparaissent, vous avez moins de 3 heures pour intervenir et fournir une transfusion des antibiotiques, des analgésiques. Sinon, le patient va vous mourir, filer entre les doigts et mourir. Et il faut donc des antibiotiques, mais il faut également une route pour que l'enfant puisse être acheminé vers le service de soins intensifs. Et il faut également une éducation, une sensibilisation des femmes et du personnel médical de soins primaires. Et comme je le disais, vous n'avez que 3 heures pour agir. La prévention donc des infections, elle repose sur une administration quotidienne de la pénicilline, l'immunisation et j'insiste sur la nécessité de sensibiliser les parents et les médecins qui travaillent dans les structures de soins primaires. En cas de température supérieure à 32,5 et d'enfants de moins de 3 ans, il faut intervenir particulièrement vite. Alors, comme David l'a expliqué, la douleur est aussi un facteur important dans cette pathologie. C'est un marqueur de la maladie. Et là, vous avez une peinture par un patient qui est affecté de drépanocytose, qui illustre bien la douleur. David a parlé des opiacés, mais il n'y en a pas en Afrique pour traiter cette maladie. Ça peut être compliqué ensuite par syndrome de douleur thoracique aiguë. Il faut un soutien psychologique. Alors, l'anémie, on a parlé des niveaux d'hémoglobine ce matin. Et dans cette maladie, le niveau d'hémoglobine, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, l'objectif de la transfusion, ce n'est pas simplement de corriger le niveau d'hémoglobine pour répartir la répartition de l'oxygène dans les tissus ou redéclencher le flux d'oxygène. Mais quand vous avez un blocage du vaisseau, il vous faut aussi des globules rouges pour restaurer le flux sanguin. Alors, quel que soit le niveau d'hémoglobine, il faut remplacer les cellules falciformes pour restaurer donc ce flux sanguin. Dans cette maladie, 90% des patients ont fait l'objet d'une transfusion. Alors, la gestion, la prise en charge de l'anémie sévère aiguë.
Il y a la séquestration splénique, bien sûr, mais au Congo, par exemple, c'est le paludisme qui est le premier facteur de transmission chez ces patients. Alors, la séquestration splénique aiguë, c'est quoi? Ici, vous avez le globule rouge, un globule rouge normal, qui doit passer par cette veine. Il faut qu'il se transforme en spaghetti pour pouvoir passer par cet orifice très étroit. Et donc, le globule rouge reste dans la rate et l'enfant meurt. Complications lors de transfusion. Évidemment, ces complications, c'est l'alloimmunisation. Il n'y a pas suffisamment souvent de sang en Afrique pour pouvoir offrir une surcharge en fer. On sait qu'il y a des problèmes de transfusion aussi par ailleurs, même aux États-Unis. Mais en Afrique, nous avons un excellent programme parce que lorsque j'accueille un enfant qui vient d'Afrique, en général, il a déjà acquis plusieurs allo-anticorps et c'est difficile de trouver le bon sang pour la transfusion. Et donc, ce n'est pas un problème uniquement européen et américain, la différence entre les groupes sanguins. C'est un problème qui se présente aussi en Afrique parce qu'ils ne recherchent pas les allo-anticorps. Et donc, c'est une cause de décès régulièrement. Qu'en est-il des infections? Ça, c'est une publication assez ancienne, il y a 6 ans, mais il s'agit du pourcentage de dons non filtrés qui n'ont pas fait l'objet d'un dépistage. Donc, des échantillons de sang qui n'ont pas été vérifiés. Et en Afrique subsaharienne, eh bien, le cas de transmission de cette manière sont 1000 fois plus importants. Si l'on regarde la carte maintenant, on voit que là, vous avez... Bon, c'est une carte de prévalence de la drépanocytose. Et les pays qui n'ont pas suffisamment de sang, qui n'ont pas de don de sang, eh bien, correspondent à ceux où la maladie est présente. Autre fardeau de cette maladie, l'AVC. Les accidents hémorragiques à cause de ce qu'on appelle les moya-moya. Et puis, vous pouvez aussi avoir dans le cerveau des infarctus dits silencieux qui entraînent des déficiences cognitives que l'on peut aussi détecter. Et on peut effectuer ce dépistage grâce à un outil qui n'est pas du tout invasif, le Doppler transcrânien, qui ne coûte pas cher non plus, 600 €. Et si vous avez de l'argent, bien sûr, vous pouvez utiliser l'IRM. Alors là, vous avez une sténose et l'on voit clairement la différence de vélocité. Et dans ce cas-là, c'est facile de dépister une sténose. Si vous identifiez une sténose, eh bien, plusieurs niveaux de traitement sont possibles. Après un premier AVC, vous pouvez avoir recours à transfusion ou bien vous utilisez une greffe de moelle osseuse. Et cette dame va trop vite. Ça dépend de la sévérité de la maladie. L'hydroxycarbamide peut suffire, mais vous avez des données qui vous montrent ici une hyperplasie de l'intima qui permet aux cellules d'avancer vers le cerveau. Et là, vous avez le moya-moya. Et avec ce niveau de sévérité, l'hydroxérie ne fonctionne pas. L'hydroxérie, donc, pardon. L'hydroxérie marche quand même chez les tout-petits bébés, chez les adultes aussi. L'effet sur la survie n'est pas très clair, cependant. Ça dépend du niveau d'hémoglobine. Mais ce document montre une augmentation de la survie, même si ça fait l'objet d'un débat encore. Il est possible de se
procurer l'hydroxyaride de différentes manières. Aux États-Unis, le Droxia, ou bien Cyclos ou Diclos dans d'autres régions. Les données d'innocuité à long terme, les inquiétudes existent sur l'effet sur la croissance, la génotoxicité, la téranogénicité, le cancer, la fonction immunitaire. Mais nous n'avons pas suffisamment de patients jusqu'à présent pour pouvoir préciser les choses. Il y a aussi un problème d'impact sur la fécondité. Alors, pour les femmes, il n'y a aucune implication en termes de fécondité, mais avec la drépanocytose, la douleur peut entraîner une baisse de la numération de spermatozoïdes si cette douleur survient trop fréquemment. Donc, elle a un effet sur les spermatozoïdes. On ne sait pas si ce problème de fertilité chez l'homme persiste après arrêt de l'hydroxyurée. En tout cas, dans tous les cas, la survie est la priorité. Il faut quand même être en vie pour avoir un enfant. En France, nous informons les familles de ces incertitudes et nous proposons un prélèvement de sperme, un gel du sperme. Et dans ma clinique, 60% de mes patients sont traités à l'hydroxyurie. Mais bien sûr, le premier principe, c'est de ne pas faire de mal aux patients. Or, il existe encore des incertitudes. Voici les études de Russell Ware surtout. Et vous avez donc le rôle de l'hydroxyurie sur les patients atteints de drépanocytose. Il y a un souci quant au paludisme en Afrique. Et la greffe de moelle osseuse, pas possible en Afrique. Du point de vue pratique, l'éducation des patients reste le point le plus important. Et nous avons créé cette association, produisons des brochures, des dépliants. Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer, nous le demander, ou cliquer sur un lien pour obtenir ces dépliants qui sont gratuits. Nous proposons donc des brochures d'information. Nous avons créé des jeux de société que nous pouvons vous fournir aussi d'ailleurs. Et étant donné notre premier objectif, je crois que l'intervention peut se faire à 3 niveaux différents. Au premier niveau, ça peut se faire partout. Il s'agit de former des professionnels de la santé, pas des médecins forcément, mais des professionnels de la santé, sur ce qui est vaccin, vérification des niveaux d'hémoglobine, traitement des infections mineures et de la douleur modérée. Après quoi, plusieurs hôpitaux de proximité pourront traiter l'anémie, la fièvre, la douleur plus sévère par transfusion, par exemple, l'antibiothérapie, et puis à l'aide de tests élémentaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs centres d'expertise. Il en faut très peu, finalement, au niveau d'un seul et même pays. Ça, ce sont les références. Et puis, ça, c'est ma dernière slide. C'était une réunion en Ouganda au mois de juin. Nous essayons de collecter de l'argent pour le traitement de la drépanocytose. Et je voudrais conclure en disant qu'il n'y a pas que l'immunisation et la pénicilline, mais aussi l'information, les enseignements qui sont vraiment nécessaires. Merci. Thank you very much, Marianne. Merci. Merci de votre présentation très complète, exhaustive. Avant de passer à notre deuxième présentation, on va prendre quelques questions. Thank you, Marianne. Can you give us the website of... Est-ce qu'on pourrait avoir le site web, s'il vous plaît? Je vais l'écrire. Always problem with So it is created by...
C'est un site web qui a été créé par l'Agence de la santé française. Je reçois de l'argent tous les mois pour cela et j'ai créé un programme de formation. J'aimerais bien avoir un e-patient pour ce programme. Vous me voyez venir? Autre question? Moi, j'ai une question, oui. Est-ce que vous faites des transfusions tous les mois en prophylaxie? Oui, parfois. Dans ma clinique, par exemple, il y a 700 enfants qui souffrent de drépanocytose et 80% d'entre eux arrivent directement d'Afrique. Nous avons 50 enfants qui sont transfusés tous les mois. Chaque jour, nous avons 5 exsanguinoses transfusions. Parfois en hydroxure, c'est un véritable miracle pour les enfants, mais ce n'est plus le cas pour les adolescents. Donc, quand ce n'est pas possible, on fait une exsanguinotransfusion. Nous n'avons presque plus d'AVC chez les enfants depuis que nous avons mis en place ces exsanguinotransfusions. Dernière question. Nous avons aussi une discussion plus générale à la fin des 4 présentations. Donc, on va prendre maintenant une dernière question, s'il vous plaît. Et ensuite, je donnerai la parole à Isabelle, qui présentera le prochain orateur. Oui, j'ai une question sur les antalgiques. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de morphine dans les pays africains, dans la plupart en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? Je crois que c'est plutôt mes collègues d'Afrique qui pourraient répondre à cette question. Et vous? Dernière question, toute dernière. Une question qui est posée hors micro. Oui, ma question, c'était la sensibilité du scanner Sickle. Je crois qu'on va en parler dans un instant, en fait. Merci.